La galerie EGDA, en collaboration avec le label Karine Saporta, sont très heureux de recevoir Dino pour une exposition à la galerie. Alors, la galerie virtuelle, puisque effectivement, dans les conditions actuelles, on n'ouvre pas la galerie, mais on peut quand même voir actuellement SB des Croisiers, une très belle installation de Dino qu'on peut voir de la vitrine. On va pouvoir les voir aussi en photo. Et donc, le label offre en fait cette possibilité de voir en virtuel l'œuvre de Dino. Et en espérant aussi, surtout, que Dino puisse exposer en septembre, une fois que le confinement sera terminé. Enfin, on espère qu'il sera terminé en septembre pour vraiment voir, comment dire, en réel et puis dans les murs, Dino Fava exposé avec un vrai vernissage, pas avec des verres virtuels. Donc, on est vraiment content de, de voir Dino dans nos murs. Et puis, on va pouvoir effectivement poser des questions à Dino sur son travail et puis consulter aussi ce qu'il a installé dans la galerie et les œuvres qui sont aussi en vente en ligne sur le label Karine Saporta. Et je crois que Karine va pouvoir prendre le relais par rapport à ça. Merci Mathieu. Peut-être que Geneviève Peuzé, très active dans la mise en œuvre de tout ce qui se passe à travers IGDA 2.0, a quelque chose à nous dire avant que nous rentrions, Dino et moi, dans un petit échange qui ensuite sera, j'espère, source de commentaires et de questions de votre part. On va quand même espérer que le temps de ton exposition, Dino, mais on te revoit, hein, mi-septembre, du 24 septembre au 14 novembre. Ben oui. De toute façon, on te revoit dans la galerie. C'est magnifique. On peut déjà te voir par la vitrine. Hein. C'est vraiment c'est magnifique. Je veux dire, les gens ont peut-être vu sur Facebook, etc. Je pense que beaucoup de gens pourront regarder. Ça nous demandera évidemment une discipline, puisqu'on ne peut pas rentrer, mais franchement, c'est déjà un très, très beau visuel. Et ça rejoint des idées qu'avait Karine pour ses propres expositions ou quand elle faisait quelque chose, de faire par la vitrine, quand elle a fait son festival Je danse comme je suis, où elle voulait mettre comme ça en vitrine, tu vois, certaines de ses propos artistiques. Et là, en fait, par forfait, là, du coup, on a fait vraiment tout ce qu'on a pu pour qu'on puisse voir ton travail. Et Mathieu a été très actif sur la question, n'est-ce pas Mathieu? Et on a réussi à trouver un consensus et ça, on est très, 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 très content. Très content. Maintenant, je vais laisser Karine. Là, on est donc pour Ida, on est 1, 2, 3. Karine, qui est Ida, évidemment, Jacques, qui t'a aidé à l'accrochage, etc. Donc, merci Jacques pour tout ce que tu as fait. Mathieu, lui, c'est la main-d'œuvre, c'est aussi le président de la galerie. Voilà, moi, je ne suis pas trop mal non plus. On bosse. Donc, et voilà, donc on est déjà 3 membres d'IGDA, mais on va être rejoints par, j'imagine, par d'autres personnes du petit groupe que nous faisons, et puis par beaucoup d'invités. Mais en général, les gens arrivent un peu plus tard qu'à l'heure dite. C'est pour ça. Voilà. Oui. Karine, à toi. Il y a pas mal d'IGDAphiles, de personnes qui aiment IGDA, qui suivent l'actualité d'IGDA, qui ont annoncé leur présence. Donc, nous espérons qu'ils viendront, que ce moment sera intéressant, qu'il nous permettra de rentrer en profondeur, non pas dans l'esprit de Dino Fava, ni dans la tête de Dino Fava, mais dans sa palette et éventuellement dans son œuvre. Donc, Dino Fava, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de votre accueil pour cette exposition et pour cette soirée. C'est un grand plaisir, un grand bonheur. J'avais découvert l'une de vos œuvres parce que je ne connais pas toute la scène régionale, donc j'avais découvert complètement au détour d'une promenade dans une des galeries
caennaise, une de vos œuvres, et elle m'avait fortement impressionnée et frappée. Et c'est là où j'avais entendu pour la première fois votre nom. Et elle m'avait frappée en particulier parce qu'il y avait une matière sur la toile extraordinaire. Il y avait un savoir-faire lié à la couleur, lié effectivement au jeu des formes abstraites, mais à travers cette espèce de crachat coloré, de crachat de matière picturale. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré un peintre. Et je me suis souvenu de cette phrase de Matisse, admiratif de quelque chose des grands espaces américains, de quelque chose qu'il découvrait lors de son voyage aux États-Unis. Il était rentré, il avait dit, un jour, ils auront des peintres. Et je me suis souvenu de cette phrase, donc de Matisse, en voyant votre toile, la première que j'ai découverte, en me disant, voici, je viens de croiser un peintre. Qu'est-ce que la peinture pour Dino Fava? Alors, pour moi, la peinture, oui, d'accord. Eh ben, c'est une pratique que j'ai pas pu quitter depuis maintenant des dizaines d'années. Je ne sais pas trop comment ça s'est produit, si ce n'est des rencontres et un contexte particulier, c'est-à-dire simplement la possibilité d'aller à l'école des beaux-arts. Et c'était une période même maintenant la peinture, bon bah, c'était pas très mis en avant, mais il y avait mais moi ce que j'ai vécu, c'est aucun obstacle par rapport à ce cheminement que j'ai engagé petit à petit, qui s'est fait pour moi, ça fait un peu bizarre de dire naturellement, mais enfin c'est c'est comme ça que se déroulait mon cheminement, alors avec beaucoup de curiosité et un rapport, un rapport concret à la pratique de la couleur, et l'expérimentation aussi de matériaux rendait tout aussi concret cette relation qui se produisait. Et au fur et à mesure, j'ai j'ai fait mon cheminement, c'est-à-dire j'ai fait des choix avec des types d'investigation dans la forme, dans la couleur, parce que je dis des types d'investigation, parce que c'est tellement vaste, en fait, oui. Bon, alors donc en fait, vous avez appris à peindre, si tant est qu'on puisse apprendre à peindre, à l'école des beaux-arts de Caen? Oui, de Cherbourg. C'était pas relié, Cherbourg et Caen à l'époque. Et très rapidement, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que la peinture, c'est quelque chose que je regardais avec intérêt, et de temps en temps avec vraiment de l'intérêt, mais au bout de quelques temps à l'école des beaux-arts, il s'est créé vraiment un lien avec cette pratique, quelque chose et ensuite je suis allé à Perpignan, à l'école des beaux-arts de Perpignan, où j'ai vraiment là pu me consacrer à approfondir ces premières investigations, et donc depuis ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. Donc, on apprenait à l'époque à peindre à l'école des beaux-arts. Parce que j'ai cru comprendre que, avec le temps, l'apprentissage des techniques est devenu rare dans les écoles des beaux-arts. Est-ce qu'on apprenait quelque chose en lien avec la technique picturale? Et qu'est-ce que c'est, après tant de développement, tant de nihilisme,
tant de directions divergentes dans la peinture depuis toutes les démarches de la déconstruction. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre et enseigner en matière de peinture? Je suis curieuse avant d'aller plus avant dans votre œuvre singulière et personnelle. Oui, alors là, c'est plutôt que avec tout ce brassage même de l'histoire de l'art, hein, euh, euh, les- avec, même bon, c'est une parenthèse, mais l'histoire de l'art, eh ben, euh, il suffit à un moment donné de réactualiser, parce qu'on vient pas de rien, il suffit de réactualiser à un moment donné ou de vivre, d'avoir contact avec, avec la peinture, et puis ça redevient d'actualité. Et, Alors, comment est-ce qu'on apprend à peindre? Il y a quelques oui, temps, que vous étiez à l'École des Beaux-Arts de Cherbourg et puis de Perpignan, qu'est-ce qu'on vous a transmis? Comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui, ou en tout cas à la fin du XXe siècle, comment est-ce qu'on apprenait à peindre? en réalité, je crois qu'on n'apprenait pas directement à peindre. Il y avait des échanges et des indications sur, mais même sur des peintres et sur la peinture, des gens qui connaissaient la peinture, j'ai rencontré à l'école. Et j'ai rencontré des peintres aussi à l'école des Beaux-Arts. Euh, et, et, comment on apprend à peindre? En fait, c'est moi qui a appris à peindre. J'ai fait j'ai construit mes propres outils dès le départ, en fait. Et jamais on m'a, j'ai senti que j'étais bloqué par rapport à ce cheminement dans ma pratique déjà à l'école. On m'embêtait pas trop, on me titillait un petit peu, mais c'est normal parce que bah, que ce, que ce soit n'importe où, eh ben, c'est normal d'être un petit peu questionné, d'être un petit peu titillé, remis en question, mais ça n'a jamais bloqué mon cheminement et c'est moi-même en regardant les autres, en étant aussi dans un contexte, dans une situation, D'accord. je Donc, me suis pas senti. finalement, on a beau être inscrit dans une école des beaux-arts, il y a toujours une part d'auto-apprentissage, une part d'autodidacte, ensuite dans l'artiste que l'on devient. Donc, aujourd'hui, après donc, ces investigations, petites ou grandes, ces chemins empruntés, comment est-ce que lorsqu'on est face à la toile écrue, et non pas à la page blanche, comment est-ce qu'on commence à la transformer? Quelles sont les étapes dans la réalisation et la création d'une toile quand on s'appelle Dino Fava? Ah, d'accord, oui. Alors, ça dépend du format, parce que je vais prendre des formats petits, moyens, grands, et à chaque format, ce sera un rapport différent à l'espace. Il y en a un les petits formats, ça va être beaucoup plus, je dirais, méditatif. Même à rester avec la couleur, à la triturer, enfin, non, en résumé, ce sera beaucoup plus méditatif. Et les grands formats, eh ben, ce sera un engagement physique. Il y en a un, ce sera plus de l'ordre du visuel, de la focalisation, même s'il y a une présence du corps nécessairement. Euh, oui. Et les grands formats, ce sera un engagement beaucoup plus gestuel dans l'amplitude. Ce qui est bien déterminé, c'est un rapport à la couleur et un rapport à la forme. Alors,
quel est le rôle du geste de la main? Ensuite, vous avez parlé de l'implication du corps pour les grands formats. Commençons par les petits formats où tout ce qui fait appel à une technique manuelle, si je puis dire, l'utilisation des mains. Quel est le rôle de la main dans le geste pictural? Et ensuite, à quel moment le corps s'implique-t-il pour parfaire ou imaginer, commencer à poser les bases d'une œuvre? Eh bien, pour commencer par les petits formats, je les prends en main directement. Je les ai dans la main, c'est de main à main, avec la main droite et la main gauche. Et, bon, dans la grande ligne. C'est intéressant, ça. Après, c'est très intéressant. Après, il peut y avoir des variations, je peux les poser au sol aussi, mais bon, c'est de main à la main, le regard se focalise comme ça sur l'image, mais il y a quand même une présence tactile. C'est pas que l'image. La présence tactile, elle est vraiment importante, je crois. Ouais. Et de la main accomplit un dessin EIN prémédité ou elle court librement? C'est vraiment une question qui m'interpelle du cerveau à la main. Comment ça se passe lorsque, effectivement, on entre en peinture? Un dessin prémédité, il y a toujours pour moi l'influence d'images, de choses intérieures qui sont entre l'image, la sensation et la volonté aussi que cette intériorité, surtout quand on est c'est plus intimiste les petits formats. Oui, comment dire que cette intériorité, ben, il y a une relation qui s'établisse entre le geste et le support. Mais aussi, il y a tous les accidents et tout ce qui se passe d'inattendu parce que la couleur c'est tellement complexe et puis je cherche pas non plus un dessin très régi. Puisque je suis plus dans un flux intérieur là. Et alors, donc, il y a beaucoup dans le moment de la réalité de la pratique, dans la concret de la pratique, il y a plein de choses inattendues qui se passent. Et ça, c'est juste des moments qui sont propres à l'instant de la pratique. Alors, peut-être je ne sais pas si j'ai répondu bien. Nous allons peut-être dévoiler un tout petit peu le début de l'exposition virtuelle avant de regarder ce qui est installé entre les murs d'IGDA 2.0. Juste avant ça, j'aimerais bien, est-ce qu'on peut vous demander, Dino, d'imaginer que vous êtes face à la toile et peut-être de bouger les mains, de bouger le corps, comme vous le faites lorsque vous entamez un travail? Ah bah ouais, je vais simplement faire ça en considérant que le travail n'est plus au sol, car souvent je commence au sol. Alors je vais faire comme si... Il incline sa caméra. Et c'est juste les mains. Est-ce que c'est... C'est beau, c'est beau. C'est beau, hein? Oui. Et donc, en fait, vous avez comme ça des grands mouvements. Vous peignez avec des pinceaux? Ouais, c'est souvent parce que je peux prendre la couleur avec. Donc, en général, c'est avec des pinceaux? Oui. D'accord. En général, c'est avec des pinceaux. Oui, mais c'est aussi
Oui, oui. Je commence avec des pinceaux. Après, il y a plein de dispositifs qui vont faire que les pinceaux vont être utilisés simplement pour prendre la couleur. Je pourrais prendre des gants, mais j'aime pas trop, ça renferme les mains. Euh, des dispositifs qui vont faire que c'est pas la couleur qui va déterminer les formes. D'accord. Donc, en fait, il y a toujours un intermédiaire entre la main et la toile. Vous Euh, peignez pas avec les doigts. oui, Parce oui, que oui, oui, oui. Ah oui, oui. Bah oui, parce qu'autrement, je vais m'abîmer la peau. Si c'est la main directe. la main en direct sur la toile. Ouais, 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 parce que j'aime bien, je le fais des fois, mais bon, pas souvent, parce que après, c'est plein de couleurs sur les mains. Et puis... C'est de la Donc, peinture à l'huile, ça aussi. pas souvent. C'est pas souvent les mains en direct. Oui. Pas Vous voulez souvent. dire quelque chose, Mathieu? Oui, c'est souvent de la peinture à l'huile. Enfin, tu utilises Mathieu, voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire? pour ne pas trop abîmer les mains, c'est parce que tu utilises de la peinture à l'huile ou de. Alors, c'est de la peinture à l'huile, c'est parce que tu vois les étapes qui sont bien avancées. Mais en fait, je commence avec de la peinture acrylique. D'accord. Et voilà, parce que la peinture à l'huile serait trop acide par rapport à la toile, à la conservation. Alors je commence et une fois que et si ensuite je veux remettre encore de la couleur, ce que je fais souvent pour réagencer la surface, et ben je termine avec de la peinture à l'huile. D'accord. Mais là, nécessairement au pinceau avec la peinture à l'huile. Hein. Ouais. Alors, on peut peut-être voir quelques exemples aboutis, puisque Mathieu faisait référence à des œuvres déjà terminées. Donc ça, c'est ce qui est installé dans la galerie même, ce qui est très, très beau. Ce sont des grands formats. Qu'est-ce que tu as à nous en dire? Eh ben, tous ces grands formats sont construits par une succession de processus. Qu'est-ce que, il y en a un de ces trois où j'ai intégré la question de la figure, parce que c'est cette question de, de la figure, eh bien, c'est je passe du questionnement de la figure à des moments où c'est une relation avec la forme et le geste. Oui. C'est celui qui est sur la droite, non? C'est celui-là, non? Ouais, celui qui est sur la droite, il y a la question de la figure. Et l'autre, non. Et ce passage, pour moi, en fait, ça me permet de mieux comprendre ce qu'est la figuration et de mieux comprendre ce qu'est la non-figuration. Donc là, il y a comment? Quelque chose est représenté donc sur cette toile. Oui, quelque chose ouais. Qu'est-ce qui est représenté? C'est un tigre. Un tigre. Moi, je le vois. Oui. Pourquoi as-tu besoin de poser la question de la représentation d'une figure, non pas dans l'imitation de la réalité, mais malgré tout dans l'évocation et la citation? Pourquoi as-tu besoin de poser cette question? Alors ça, j'y ai réfléchi plusieurs fois. Je me suis dit que ça vient vraiment de loin. C'est vraiment tout un pan de ma culture que j'ai décidé de garder présent et de mettre en question. Oui. Comment s'appellent ces toiles? Pardon? Comment s'appellent ces toiles? J'ai pas... Ah, bon, j'appelle ça peinture tigre, celle avec la figure, tout simplement.
Excusez-moi, moi je voudrais poser une question. J'entends parler ou j'entends pas bien. J'ai entendu parler de sculpture. Non? Oui, Figure, sculpture. alors là, les sculptures, Parce que je me demandais si tu sculptais pas tes toiles, la matière. Ah, si, mais concrètement, à un moment donné, une partie des toiles qui sont là, c'est-à-dire celle qui est au sol et celle qui est un petit peu en miroir sur le mur face au sol. Alors, ouais, celle-ci et celle qui est sur le mur principal, que j'ai mis au dernier moment. Ouais, donc, ouais, celle-ci. Très bien, oui. Et ben, il y a un passage dans l'élaboration de la toile qui passe par le volume. Ce qui peut sembler étrange dit comme ça parce que il faut avoir vu ou il faut que j'explique les choses, mais la toile, c'est pas seulement que je la chiffonne, c'est que je prends des formes, c'est-à-dire des formes c'est des pierres, des cailloux, ils ont une forme, des pierres, et j'emballe la toile dans ces pierres, ce qui fait un volume. Et à partir de ce dispositif de volume, j'interviens avec la couleur et je fais et défais le processus. Voilà un exemple. Ouais. C'est les océaniques, ça. Ce sont les océaniques. Oui, oui. C'est la technique d'emballer la toile dans une pierre, ça. Oui, parce que ce qui me permet d'avoir un rapport à la forme qui est pas enfermé dans le rectangle du cadre, et ça peut sembler peut-être étrange pour quelqu'un qui peint pas, mais être dans le rectangle face à la toile, il y en a qui disent que c'est la seule alternative de la peinture, mais moi ça me dérange beaucoup, et le fait de mettre en œuvre les dispositifs dont je parle, eh ben, ça me libère. Pour peindre une toile telle que tu nous en montres, prenons les grands formats exposés à la galerie. Combien de temps mets-tu? Je mets des mois, des fois, je dirais des années, mais parce que je les laisse, je les abandonne. Je peux abandonner des toiles pendant un mois, 6 mois. Après, j'y reviens. Voilà. Mais en général, tu les laisses à un moment vivre leur vie sans toi, ou c'est assez rare? Parce que quand tu dis des mois, des années, est-ce que ça implique ces moments d'oubli? Oui. Ou il est fréquent que que tu sois en lien et que tu vives avec une toile pendant des mois et des années avant de la terminer? Est-ce que ça peut arriver? Mais pas que je vive de manière très, très consciente et très physique et très frontale. Elle est là parmi la multitude et la profusion. C'est plutôt dans la multitude et la profusion que se passe ma pratique. Et il y a peut-être 100 peintures qui sont commencées dans l'atelier. Hein. Je suis environné de plein de couleurs. Et presque, ça fait bizarre comme mot, mais presque un petit peu de chaos. Et ben, la toile va s'extraire. Oui. Est-ce qu'il y a un moment, Dino, je ne sais pas comment on peut prendre la parole, Mathieu. Je sais pas, je crois qu'il y a une façon de prendre la parole. Je peux y aller. Il y a un moment où tu parles d'abandon, tu les laisses, tu reviens. Il y a un moment quand même où tu les quittes. Enfin, je veux dire, tu les quittes pas, mais tu décides que c'est terminé. Ouais. Et à quel moment tu te dis, voilà, celle-là, elle est terminée, quoi. Et
Je vais pas rajouter, je vais les laisser bien. Eh ben, alors déjà, quand elle me dérange plus presque physiquement, parce que le rapport à la couleur et à la forme, eh ben, tant que c'est pas bien, bien, bien posé, je dirais, je sais pas comment dire, eh ben, c'est dérangeant, ça va pas, mais physiquement. Et, mais ça suffit. Bon, qui dérange pas, c'est une chose, mais aussi qui prenne une présence, une présence qui peut être diffuse, mais qui commence à, à se dégager un petit peu euh, De toi? de moi, de moi. De toi, elle se dégage, elle s'en va? Non, elle se dégage pas, elle se dégage de, de cette espèce d'incohérence qui me dérange. Tu fais la paix avec elle. C'est-à-dire qu'elle est finie, quoi. Ah oui, là, ça, je comprends bien, j'entends bien ça. Ouais. Ah, merci. Donc, tu peins tous les jours? Je suis tous les jours avec la pratique mais pas dans l'action de peindre. Mais tous les jours, je suis avec la peinture et le fait d'être dans la pratique, c'est pas pareil que il se passe. C'est un moment incontournable et fondamental. Mais je peins pas tous les jours. Mais tu ne peins pas tous les jours. Mm. C'est-à-dire être dans la pratique, tu regardes. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce que tu appelles être dans la pratique? Bah, alors, tous les matins, je commence des lectures sur la peinture ou sur la poésie. Et pour moi, il y a une résonance qui s'établit directement avec moi et ma propre pratique. Alors, je ne sais pas. Bah c'est normal. En fait, c'est normal que les auteurs auxquels on s'intéresse et que les études auxquelles on s'intéresse résonnent avec soi, puisque ça me concerne ces pratiques. Oui. Est-ce que tu as tous les jours la foi? Ou est-ce que tu te poses la question parfois de la nécessité, du rôle de la peinture aujourd'hui dans un environnement où on fabrique des images, des couleurs, des matières, on évoque des matières de façon de moins en moins physique. Est-ce que tu y crois toujours de la même manière tous les jours ou il faut éventuellement que tu lises, que tu fasses un chemin intérieur pour croire en la nécessité de la peinture en 2021? Bah, en fait, mon rapport à la peinture passe par plusieurs sources. Et à des moments, je me pose vraiment des questions, mais qui sont pas liées à ma foi, à ma conviction. J'ai pas vraiment de gros moments de doute, hein, sur, est-ce que, sur, la nécessité ou non, je ne sais pas, je dirais plutôt la nécessité, mais j'ai pas vraiment de doute. Ah oui, Geneviève. Karine, s'il te plaît. Oui. Karine, s'il te plaît, est-ce que je vois intervenir des commentaires? Jackie en a déjà mis 2 et on ne le voit pas apparaître à l'écran. Donc, est-ce que les commentaires qui sont surtout le dernier sur fouiller, une peinture qui donne envie de fouiller toujours, est-ce qu'on peut la lire? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait vue. Et est-ce qu'elle peut le lire à l'écran? Oui, le lire, c'est mieux, oui. Poser la question? Est-ce que je peux lui poser la question?
Oui, bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'apparais pas. Mais tu pourrais. C'est parce qu'on regarde les œuvres. Alors, moi, je voulais simplement donner mon impression C'est très intéressant, ça. aux toiles qui sont déjà passées. Je trouve que ça donne une envie incroyable de fouiller dans la matière et dans les couleurs. Fouiller pour trouver, mais on ne sait pas encore comment entrer. Donc, c'est presque le circuit des couleurs qui nous guide. Et quand vous parliez tout à l'heure avec vos gestes, comment vous fabriquez la toile, je trouve qu'on peut peut-être trouver un chemin pour entrer dans votre circuit de couleurs par ces touches. Il y a des touches, hein, comme dans la peinture des impressionnistes ou celle de Gauguin. Quand on voit les touches, on est très ému. Oui, eh ben, je suppose qu'il y ait vraiment cette relation entre le geste et la couleur, parce que dans mon intention consciente, dans mon élaboration consciente, eh ben, c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en œuvre. Je pratique aussi au quotidien, je dirais pour résumer le Tai Chi Chuan, enfin des écoles énergétiques et de pratiques qui proviennent de Chine, de la Chine ancienne, et ils ont un autre rapport au monde et de par les systèmes, de par les grilles d'interprétation. Hein. Eh bien, ça se retrouve dans les pratiques comme le Tai Chi Chuan et ce rapport au geste. Et il y a aussi un rapport dans la culture classique chinoise à la couleur qui est liée aux mêmes grilles d'interprétation. Et il y a toute une relation donc, entre le geste et la couleur. Alors, et c'est avec un petit peu la culture de la couleur qui provient qui peut être résumée par le mot de la modernité à partir de Goethe, de Lacroix, enfin je ne sais pas, je ne vais pas citer Paul Klee, et donc qui est bien occidental, qui est une de mes sources fondamentales. Il y a aussi toute cette étude sur l'Orient, sur le rapport au geste et à la pratique de la couleur. Et donc que cette relation au geste soit démonstrative et puisse évoquer quelque chose dans la peinture, eh ben, c'est vraiment relié à une de mes intentions. On a l'impression que la précision du geste que vous évoquez, en particulier en Orient, relève davantage d'une pratique du dessin, on pense à la calligraphie, qu'à celle de la peinture et du rapport à la couleur. Vous pouvez plus précisément évoquer quel rapport entre ces techniques corporelles, puisque vous citiez le tai chi, et le rapport à la couleur. Parce qu'il y a intéressant. Je comprends qu'il puisse y avoir une question, car la calligraphie, ce serait plutôt l'essence, c'est tout exprimé en un geste. Alors que moi, les choses se passent dans la matière, dans la superposition. Et une bonne partie de ma peinture consiste à ces superpositions, mais avec ce rapport à la couleur et au corps lié à la culture classique, enfin à la lecture de textes dans la culture classique chinoise, parce que ça a vraiment résonné en moi. Donc, quelque chose qui relève du simple geste, du trait, et quelque chose qui relève de l'amoncellement de matière par accumulation,
eh ben, ça crée des effets, des effets qui semblent aux antipodes. Mais comme c'est une accumulation de ce geste par stratification, j'essaye de les articuler en fait et de recréer ben, aussi des choses qui relèvent d'images intérieures. Et vous parliez du trait. Quel est le statut du trait ou l'importance ou la valeur du trait pour un peintre ou pour Dino Fava lorsqu'il peint? Ah oui, le, le trait, là, je sais pas, à un moment, j'étais beaucoup intéressé par le graffiti. C'est prendre possession de l'espace quand même. Hein. Il y a Max Horde qui fait, excusez-moi, qui fait des traits. Vous savez, Max Horde, le plasticien. Tu connais Max Horde, Dino Fava? Qui ça? Qui trace des lignes comme ça dans l'air. Le trait devient soit une frontière, par exemple, pour Alain Buot pourrait en parler, mais je me demandais ce que disait Mathieu. On a parmi nous donc le président l'IGDA, mais c'est aussi un peintre, Mathieu, qui connaît très bien ta peinture depuis longtemps. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure au téléphone. Est-ce qu'il peut y avoir entre vous un... C'est pas Karine, ça serait que entre Dino et Mathieu, quelques questions-réponses. Ce serait intéressant, je trouve, puisque Mathieu, lui, il peint aussi, ouais, et beaucoup aussi avec la peinture. Il fait des traits puisqu'il fait aussi de la gravure. Est-ce que c'est possible, comme ils se connaissent très bien aussi, qu'il y ait une connivence, des questions qui se posent entre Mathieu, qui connaît très bien la peinture, enfin depuis longtemps, je crois, qui connaît les cheminements, et Dino Fava. Est-ce que c'est possible, Karine, pour quelques questions-réponses? Au contraire, c'est une idée passionnante. C'est une bonne idée. Ils connaissent bien le travail. Je crois que ça serait intéressant, oui. Merci. On peut essayer, oui. Avec Dino, on s'était connus à travers une exposition. Donc, on avait peut-être trouvé quelques points communs dans notre façon de regarder un peu les choses, c'est-à-dire avant de croiser quelque chose qui est établi, c'est avant tout une forme de chaos qui se crée donc ce qui est étonnant dans le travail de Dino, c'est effectivement que la première chose qui peut se passer, c'est on peut ne pas voir la chose. En fait, il y a des gens où il y a des personnes, il y a des anecdotes comme ça qui montrent effectivement on peut passer devant et ne pas pouvoir rentrer dans la matière. Et donc ça demande effectivement un certain temps pour reformuler les choses. Mais du coup, ce que j'ai trouvé très frappant chez Dino, quand on prend le temps de croiser certaines peintures, c'est que des éléments qui apparaissent comme une forme de chaos se recombinent en quelque chose qui est une autre réalité. C'est assez surprenant d'ailleurs. Enfin, je peux peut-être remettre certains tableaux. C'est vrai que quand on va dans la galerie pour voir, on est très frappé par. Pardon. Par exemple, ces tableaux-là, si on prend le temps suffisamment de la regarder, de laisser recombiner les couleurs ou on a l'impression que c'est. Enfin, tu parlais de sculpture tout à l'heure, Dino, ou de profondeur par rapport à la pierre. Donc, on peut rentrer dans cette matière pour une recréation d'une forme de vivant. Donc moi, si j'avais une question à te poser, mais tu l'as déjà un peu répondu, mais c'est comment toi, et puis Karine aussi a posé un peu la question, enfin, par rapport à ta connaissance des arts chinois, par rapport à tout ça, comment tu entres en contact avec les éléments, la nature, parce que je sais qu'on avait travaillé quelquefois un peu avec l'eau et quand tu essayais de mettre des toiles au-dessus d'un cours d'eau, pour la faire un peu se refléter ou donc, est-ce que tu pourrais nous donner un peu des pistes par rapport à cette façon dont tu abordes la matière en fait, et ton rapport toi à ça? Je crois aussi que tu as écrit un peu là-dessus. Oui, d'accord. Bah, la matière couleur.
en revenant sur mon approche de la matière-couleur à partir des grilles d'interprétation qui proviennent de la culture classique chinoise, eh bien, chaque couleur, encore une fois, cherche sa forme. Mais en fait, chaque couleur est basée sur une saison. Chaque couleur est basée sur un organe intérieur, un organe fondamental, vital. Chaque organe est relié donc à une couleur, une saison, un son. Chaque couleur est reliée et pour dire, eh ben, ça évoquerait plutôt assez facilement l'idée de paysage, car à ce que j'en sais, c'est ce système qui est très classique et a des origines dans les pratiques taoïstes. Et donc, ces pratiques taoïstes sont fondées sur une observation de la nature très, très approfondie. Donc, de là relié aux saisons et au corps. Et après, je déploie la gestuelle parce que ces pratiques corporelles sont donc évidemment, elles sont liées à la gestuelle. Et ça crée vraiment un des aspects de ces peintures. En fait, on aurait pu mettre du Vivaldi dessus. Karine. Oui. Quoi? Non, parce qu'on a écouté la musique de Dino Favart, rock, enfin, qui te plaisait beaucoup. Mais je dis qu'avec ce que vient de dire Dino, c'est une petite pointe, mais pas vraiment, on aurait pu mettre aussi du Vivaldi, les 4 saisons, etc., etc. Puisqu'il y a l'évocation des saisons. Brillant rapprochement. En revanche, moi, j'aurais tendance à oublier la couleur à cause de cette exubérance et cette profusion et à rentrer davantage en contact avec la matière. Et je ne sais pas pourquoi toi, tu parles beaucoup, enfin, vous parlez, Dino, beaucoup de couleurs. Et pour moi, c'est vrai que l'émotion profonde du rapport à la couleur vient lorsque celle-ci se donne à voir sur des surfaces plus grandes. Le fait que chaque micro-parcelle d'étoiles soit habitée différemment par la couleur, je ne sais pas pourquoi, renvoie pour moi davantage à la broderie, à la matière profonde du pigment pictural, et l'abstraction de la couleur ne me paraît plus. C'est véritablement troublant parce qu'effectivement, c'est un jeu de couleurs. On a presque l'impression de se trouver parfois face à même une matière comme celle des vitraux où la dimension colorée est importante. Mais quelque chose de cette fragmentation de la toile et de ces différences de couleurs. Il n'y a pas de continuité dans le rapport à la couleur. À aucun moment. Chaque parcelle de la toile est habitée par une couleur différente. Et une telle explosion colorée qu'on n'en voit plus la couleur. Et que c'est davantage la notion de matière qui ressort. Comment expliquer ça ? Ah, eh bien, peut-être par l'intermédiaire de la forme et de la forme, et j'emploie aussi facilement le mot matière-couleur que le mot couleur. L'intermédiaire de la forme, parce que tous ces ensembles de couleurs qui peuvent être faits par touche, par projection, par différentes façons, eh ben, ils sont toujours en tension avec le reste de la toile. Et c'est là où on pourra en revenir au dessin
et, et à la forme. Alors, maintenant, la question de la matière. Concrètement, il y a une matérialité par toutes ces juxtapositions, mais il y a aussi toute la, toute la, toute la toile à construire. Et c'est pour ça que j'en reviens avec la notion de matière-couleur à la notion de forme et dans la notion de forme, la notion de dessin et de mise en tension. Tout ça est une question de mise en tension et C'est beau ça, Fabien. ouais, ouais, voilà. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu. Hein. Cette notion de matière-couleur… Karine, s'il te plaît, il y avait une question de Jackie, toujours écrite. Je ne comprends pas comment ça marche, je suis désolée. Et logiquement, les questions… Je vais la poser, la question. Oui, non, la question voilà. sur la couleur et la matière était très, très passionnante. Merci pour votre réponse, Dino. Moi, je voulais juste vous poser la question s'il y avait pour vous une famille de peintres ou une école qui pouvait vous réunir, vous et des gens comme Pollock. Oh, ben, Pollock ne me laisse pas du tout indifférent. Et pour préciser un petit peu, déjà, dans son rapport à l'image, il a quitté l'image pour figurer. Il a certainement ses images intérieures, c'est même sûr, mais tout passe par un engagement physique dans le rapport à la surface. Et c'est important, déjà pour cet aspect-là, c'est très important. Est-ce que ce concept de matière-couleur est un concept que vous avez forgé? Non, j'ai déjà entendu, j'ai repris parce qu'il me correspondait. Et oui, je l'ai repris, puis je l'utilise beaucoup, voilà. Et donc, pour rejoindre la question que posait Jackie Buet il y a quelques secondes, effectivement, on a envie de vous demander, ça rejoint un petit peu celle sur la conviction de la nécessité aujourd'hui de la peinture. Pour vous, est-ce que on assiste aujourd'hui à une recrudescence de ces techniques qui ont été niées pendant un temps? C'est vrai que dans les écoles des beaux-arts, on n'enseignait plus de techniques. J'ai entendu dire que même des techniques qui appartenaient à l'artisanat jusqu'il y a peu devenaient très séduisantes pour les jeunes générations. Est-ce que vous avez l'impression que plus nous avançons vers une possibilité de dématérialiser les images et plus les artistes, les plasticiens vont se détourner de formes plus, je dirais, moins techniques, qui ont quand même prévalu dans les 50 dernières années. Et est-ce qu'on ne va pas assister à un retour d'un amour de la fabrication manuelle? Je dirais, moins technique. Ouais, par voie de conséquence, parce qu'il y aura peut-être un manque par réflexe de défense, même juste ça, ce serait un bon réflexe du point de vue de l'humain tel qu'il est constitué actuellement, quoi. Donc, ramener du corps et de la matière par rapport à la déphysicalisation et la dématérialisation. Il y aurait comme ça une sorte de réflexe de l'humanité, une sorte de volonté sauvage, farouche, de se lever face à la tendance cérébrale, je dirais. Oui, mais je ne comprends pas cette dissociation. Les cerveaux artificiels vont prendre le pas sur un certain nombre je dirais même d'outils et d'engins mécaniques. Ouais. Et en plus, je ne comprends pas du tout cette dissociation. Pourquoi
Alors, il y a peut-être une croyance en la toute-puissance de la technologie. Mais ce qui peut créer un petit peu après des conflits, des luttes de pouvoir et d'influence, ouais. En tous les cas, nous sommes un exemple vivant du fait que les deux peuvent se réconcilier parce que nous regardons à distance des œuvres très physiques et très charnelles et très matérielles et vous allez être exposés en même temps avec, nous espérons, des acheteurs qui vont se décider pour, dans leur environnement, intégrer physiquement l'une de vos œuvres. Vous allez être exposé sur notre galerie virtuelle, la galerie d'IGDA 2.0, hébergée sur le site karinesaporta.com pour tous ceux qui auraient envie, après cette rencontre avec l'artiste, d'intégrer dans leur environnement personnel l'art de Dino Fava. N'hésitez pas à aller visiter encore pendant 3 semaines les œuvres qui peuvent se commander sur la galerie, s'acheter sur la galerie. Voilà, ça me semble important puisqu'on parle d'une réconciliation entre ces deux dimensions. Parlant d'achat et de choses extrêmement… Mathieu, Oui. doucement. Je montrais, en fait, c'est le site internet où sont. Ah, pardon. C'est les mêmes œuvres qu'on a vues, mais oui, ben on les a vues, mais là elles sont bien mises. Je veux dire c'est un beau travail, Karine, qui a été fait par Isabelle, là. Oui. Un beau travail de mise en page. Merci, Isabelle. Et alors, donc, on espère qu'effectivement… Pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé, Geneviève. Non. Alors, on espère effectivement que cette rencontre entre une œuvre très matière, très charnelle, et puis les possibilités qu'offre la technologie vont permettre que des œuvres de Dino Fava rentrent dans des collections ou rentrent dans des maisons, dans des châteaux, dans des locaux d'entreprise, parce que je crois comme tous les plasticiens, il est important que tes œuvres soient vues, voyagent. Qu'est-ce que ça représente pour un plasticien, la perspective de se dire que lorsqu'une œuvre quitte l'atelier, elle va intégrer une nouvelle maison? Ce n'est pas le cas pour nous, hommes et femmes de spectacle. Nous dansons sur des plateaux, puis l'œuvre s'évanouit et personne ne la possède. Personne ne vient acheter pour accrocher sur son mur une de nos chorégraphies. Qu'est-ce que ça représente pour un peintre de se dire qu'il est en train d'achever un objet, d'une certaine manière, qui va intégrer une collection, qui va s'accrocher sur un mur dans une maison, dans un autre environnement. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important que les gens achètent vos œuvres? Ça permet de soutenir la pratique d'une manière bien évidente. C'est une aide très, très utile. Et aussi, sous un autre aspect, pour moi, ça responsabilise parce que je me dis si ça va ailleurs, comme tout objet, ça peut avoir un effet, un impact. C'est peut-être un petit peu ambitieux par rapport au rôle qu'on peut conférer à la peinture. Mais en même temps, ça l'inscrit dans une perspective du monde plus sociale. Et c'est important, oui. Et donc, déjà… Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'œuvres vous vendez par an? On ait une idée et éventuellement se dire mais c'est incroyablement peu ou c'est quand même pas mal, et comment encourager et dynamiser justement le goût et le désir de créer une collection à tous les niveaux de bourse possibles pour ceux qui aiment la peinture. Je dirais sauter le pas et passer à l'acte, acheter une œuvre, l'accrocher et vivre avec.
À peu près combien d'œuvres par an est-ce que vous vendez, Dino? Très, très peu. Je vends très peu. Alors, cette année, 2 petites pièces, 2 petites peintures. Et c'est une moyenne annuelle régulière? Je dirais pas plus, oui. Ou ça peut être 3 ou 4, mais Et comment faire pour que les plasticiens parviennent à faire que leurs objets, je dirais, ils s'en dépossèdent, les quittent et aillent dans le vaste monde? Parce qu'aujourd'hui, j'espère que des Américains, des Allemands peuvent aller visiter la galerie virtuelle que nous mettons en place avec vos œuvres et qu'ils auront envie de vous contacter. C'est important que les œuvres aillent loin, comme des bouteilles à la mer qui iraient sur d'autres rivages. Est-ce que ah c'est ben votre... oui. Ah oui, ce serait. C'est vrai, c'est vraiment ce qui correspond pour moi. Ça s'associe et ça correspond à une ouverture, l'ouverture du monde. Euh, alors, je dis c'est un échange. Je suis tellement impliqué tout le temps dans la peinture que maintenant je n'ai plus aucune difficulté à ce que ça aille ailleurs, mais c'est aussi un accueil des autres finalement, en reparlant comme euh, échange, accueil, euh, et, euh, et puis après c'est une écoute des autres. Et je pense qu'il y a une fierté quand même, malgré tout, la fierté de l'artiste à être vu et reconnu. Je pense que Ah c'est oui, ah bah malgré tout oui. profondément ce qu'on exprime à travers la peinture, qu'on ne peut pas exprimer à travers les mots, parce qu'on ne sait pas parler comme les autres quand on utilise son corps ou la matière ou la couleur. C'est important effectivement que ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'il y a une inadéquation, inadaptation de la plupart d'entre nous artistes, il faut qu'à cet endroit où nous savons faire ce que les autres ne savent pas faire, ou tout simplement parce que nous donnons notre vie à questionner ces énigmes-là, c'est important pour notre dignité d'artiste aussi, qu'il y ait une reconnaissance et une visibilité. Comment améliorer ça chez les plasticiens, selon vous? Ah, ouh là là. Et je peux, Karine, je peux dire Qui quelque donne chose. aussi beaucoup de temps. Peut-être as-tu une réponse qui donne beaucoup de temps à travers l'action d'IGDA 2.0 ou Mathieu Ah qui bah est oui, 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 très voilà. important. Moi, j'avais quelque chose à dire sur le lexique. Et là, tu sais, ce que tu dis toi-même sur tes œuvres, et la danse et la reconnaissance et la linguistique, le lexique, le langage de tes toiles est extraordinaire. Et je pense que c'est très important. Je ne sais pas si je donne une réponse, je dis simplement que toutes les sources, euh, que tu es allé chercher dans les différents pays, tu vois, tout ce que tu nous as raconté tout à l'heure aussi sur la physicalité de tes gestes, de la façon dont tu es allé chercher dans d'autres cultures tout ce que tu as envie de dire, que tu craches de tes tripes, de ton cerveau, de tes mains, mais que tu allais aussi, dont tu es allé t'inspirer dans différents pays. Il y a un lexique, moi j'ai vu un langage extraordinaire, là, encore plus ce soir. Je suis assez, comme Jackie disait qu'elle était émue, moi aussi. C'est assez grandiose, moi je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Et je pense que ça va parler à d'autres cultures aussi. La façon dont ta peinture s'organise en langage, tu vois, il y a vraiment, on n'a pas évoqué, mais Karine, toi tu peux en parler, ce lexique que tu donnes à voir, c'est-à-dire c'est la grammaire aussi de. Alors, ça fait, moi je suis linguiste, mais la grammaire de ce que tu as mis, toi tu comprends ce que je veux dire, dis non, on en a parlé cet après-midi, la grammaire de ce que tu mets en place, comment tu vois, tu parlais de tissage, etc. Mais moi j'ai plus vu un langage, et en fait c'est un langage très cosmopolite, ce que j'ai vu ce soir.
Tu vois, c'est un langage qui va parler à différentes cultures. Et comme cette galerie va être virtuelle, et c'est ça qui est merveilleux dans le virtuel, parce que quand on a vu tes toiles, comme je les ai vues en passant, déjà, on en a quand même plein la gueule, on dit ça comme ça. Mais voilà, on en a vraiment plein la figure, quoi. C'est puissant. C'est puissant, c'est profond et très coloré. Mais je pense que tous les pays vont résonner avec cette émotion-là. Enfin bon, je suis un peu dans le désordre là. Oui, bah, ce serait une très bonne chose pour moi. Ouais. Oh, ouais. Et Dino, est-ce que vous êtes allé en Chine? Dans quel pays est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des pratiques corporelles autres que celles que nous connaissons en Occident, qui étaient liées à l'expression visuelle et picturale? Vous êtes allé personnellement en Chine? Non, je suis allé au Japon pour pratiquer. J'ai commencé ces pratiques par l'aïkido. Donc c'est japonais, c'est pas chinois. Mais bon, on sait bien que déjà la base de l'écriture chinoise, le japonais, je veux dire, c'est le langage classique, l'écriture classique, c'est du chinois au Japon. Et après, voilà, je suis d'abord allé au Japon. Mais ensuite, et depuis plus de 20 ans maintenant, je pratique avec un professeur qui est français, et c'est peut-être le seul, où il n'y en a pas beaucoup au monde, qui a reçu de son professeur chinois la transmission d'une école, d'une école assez importante. Et donc, c'est lui maintenant le chef de file de l'école, et c'est un Français. Et est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Ouais, un petit peu, mais beaucoup en France et pas beaucoup à l'étranger, hein, en Italie. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Autriche, et c'était justement pour un sabre un stage de sabre japonais avec un maître de sabre. Mais ça fait déjà un an, c'était avant qu'il y ait tous ces problèmes de blocage de la circulation. Et bah c'est d'une richesse, et bon, c'est important pour moi, pour mon existence, mais j'ai pas énormément voyagé, hein. À part l'Europe et le Japon, eh ben, j'ai pas voyagé. Puisqu'on parlait du fait que des collectionneurs chinois puissent éventuellement voir ces œuvres, donc j'ai eu envie de poser la question du déplacement, sachant que IGDA 2.0 fait un énorme travail vis-à-vis des artistes qui œuvrent sur le territoire normand. Pas seulement, mais un énorme travail. Et je voulais savoir ce que ça représentait pour vous. Est-ce que vous êtes né en Normandie? Est-ce qu'il y a un lien entre les plasticiens, selon vous, dans cette région? Et est-ce que, j'ai posé la question à Yves Ledan la semaine lors de son vernissage, parce que je suis très, très curieuse vis-à-vis de cette thématique. Est-ce que sur un point du globe, de la planète, un jour, parce qu'il y a concentration de certaines personnalités, un mouvement commence à apparaître? Donc, ma question, qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler sur un territoire comme celui de la Normandie? Est-ce que vous êtes né en Normandie? Oui, je suis né en Normandie, j'ai passé la plupart de mon existence. Pardon. Oui. Oui, et alors, j'adore, en fait, le ciel de la Normandie, les nuages, et je ne suis pas le premier, hein. Pour les peintres, ça a été, pour les peintres impressionnistes, et même des étrangers comme, je crois, Boynton, qui est un pré-impressionniste, des Anglais, quoi, qui ont influencé l'impressionnisme.
eh ben, le ciel, la végétation, la mer, donc le territoire physique, eh ben, ça influe, ça a une véritable influence directe. Et est-ce que vous avez des connivences particulières avec des artistes aujourd'hui normands qui sont peut-être portés par le même désir que vous de faire couleur ou de faire matière couleur lié à cet environnement particulier qui est le nôtre? Euh, je pourrais pas citer, parce que je pourrais pas citer des influences du territoire avec les quelques artistes que je connais et que je peux, avec lesquels je peux parler bien, quoi, correctement. Je ne vois pas ce lien. Je n'ai pas pensé du tout à ce lien, je ne l'ai pas vu. Ceci dit, c'est vrai qu'on n'imaginerait pas facilement Turner né en Algérie. Donc, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'il y a une communauté qui s'établit au regard de certaines œuvres. On parlait de la vague, et pourtant c'est un artiste extrêmement différent de vous, extrêmement. De la vague chez Yves Ledan, qui pourtant travaille dans la plaine de Caen, donc pas forcément face à la mer. Moi, de l'extérieur, je commence à dégager, à sentir des choses. Et je voulais savoir si c'était une impression complètement extérieure ou subjective de la part de certains artistes. En tout cas, je crois que la découverte de votre peinture est importante pour tous ceux qui, de loin, ne connaissaient pas encore ou venant de loin votre peinture. Geneviève, tu viens de dire quelque chose? Moi, je suis impressionnée. Je ne suis pas venue directement à Dino. On en a parlé beaucoup avec Mathieu. Tu vois, moi, j'étais pas. Et puis, plus j'avance dans la connaissance des œuvres, mais je suis passée à la galerie, j'étais éblouie aussi. Et puis, lors de l'installation avec Jacques, et plus je les vois, plus je les trouve extraordinaires. Moi, je les trouve fantastiques. Très honnêtement, à la limite, c'est un point de vue tout à fait personnel. Je ne vois pas qui je suis pour dire ça. Si, je fais partie d'une galerie. On est avec des artistes d'une certaine pointure, on va dire. Ils font des belles choses. Et là, je suis très impressionnée. Pas toi, Karine? Moi, je pense que je suis très impressionnée de revoir. Là, je revois, j'avais envie de dire, de me montrer celle-ci ou celle-ci, les petites aussi avec ces petits formats, avec cette excroissance, ce petit carré rouge ouvert autour aussi, c'est très beau. Voilà, tout ça, moi, je trouve ça vraiment étonnant, quoi. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Jacques, tu n'as pas parlé, toi. Non, mais Il y a Yves Ledan qui veut vous poser une question. Ah, il y a Yves Ledan, mais je ne vois pas. On ne voit pas les gens. Et bonjour tout le monde. Bonjour Yves, mais où es-tu? Je sais pas. On ne te voyait pas. Je voulais poser une question à Dino. Tu m'entends, Dino? Je t'entends. Salut, Dino. Tu parlais de lecture tout à l'heure qui précède ton travail. Mais est-ce que tes lectures d'ouvrages sur la peinture, est-ce qu'il t'arrivait ou est-ce qu'il t'arrive de lire ou des ouvrages, parce que ton travail me fait penser énormément à d'autres artistes, bien entendu, notamment en ce qui concerne la matière. Et lorsque par exemple, tu lis un ouvrage dans lequel cet ouvrage fait référence à Eugène Leroy, par exemple, ou à Simon Taille, je cite ces artistes-là parce que vu le travail que tu montres et vu le procédé, par exemple, avec les pierres que tu enveloppes, moi, me fait penser à Simon Taille et la matière me fait penser à Eugène Leroy. Est-ce que ces deux peintres, par exemple, te sont très, très importants? Et d'autre part, je voulais savoir aussi, à propos tu parlais de format.
tu étais sans doute prisonnier du format. Est-ce que Support Surface, par exemple, a été un libérateur, enfin, ce mouvement a été un libérateur pour toi? Eh ben, c'est un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire après le premier cycle à Cherbourg, je suis allé à Perpignan et c'était très influencé. Il y avait une très grande présence sous-jacente de support surface. Euh, alors, c'était un petit peu l'ambiance, le bain, quoi, support surface. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment pu continuer mes investigations dans ce sens de la peinture. Simon Tay, je lisais quelque chose sur lui avant-hier. C'était pas dans un livre, c'était sur Internet, mais peu importe. Et, et bon, bah, il y avait tout son processus. Alors, déjà, moi, mon processus, il passait pas directement par le pliage. C'était d'abord une question non, pas une question, c'était un processus qui passait par la forme. Si je choisis d'envelopper ces pierres, c'est de par leur forme. Qui permet de structurer l'espace pictural. Tandis que Simon Antai, c'est directement le pli et le dépli qui va faire jaillir la matière. Et après, ça se retrouve dans mon processus, ce pli et ce dépli. Ce dépli. Oui, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et une autre différence, ce que j'ai vu aussi avec Simon Taille, je trouve que c'est important parce que c'est pas du tout les mêmes choix. Lui, il va, une fois qu'il aura fini le processus, il va laisser tel quel et il accepte sans retoucher. Tandis que moi, c'est une succession il y a une succession de retoucher les choses, de retoucher, jusqu'à temps que le retour intérieur me conviennent, qu'il y ait une résonance, enfin presque toujours. Des fois, je joue un petit peu avec l'idée de non finito, ne pas finir, laisser le temps, puis la toile se révèle aussi. J'expérimente un petit peu, je reste pas dans un protocole bien hyper défini sans en expérimenter d'autres. Par contre, c'est des choses conscientes. Oui, je m'éparpille un petit peu, mais je reste à parler Ce ne sont pas des repentirs. Comment? Ce ne sont pas des repentirs. Moi, je sens pas. Je dirais pas que j'emploierais pas ce mot-là. Parce que je sens pas ce mot-là, repentir, parce que j'ai pas à repentir, parce que j'ai pas d'action il n'y a pas d'action que je regrette, et dans le repentir, il y a cette idée. Et pour prolonger pardon? Non, vas-y, j'ai une question ensuite. Oui. Vas-y. Je voulais prolonger la réflexion de Karine en ce qui concerne la couleur, parce que moi aussi j'ai le même sentiment Est-ce que Dino est encore là? De saturation de couleur. Pardon? Non, parce que je voyais que la vidéo de Dino avait disparu. Oui, je disais que j'avais le même sentiment que Karine en ce qui concerne la couleur. Il y a une saturation de couleur et je voulais savoir de quelle manière, Dino, tu procédais. Est-ce qu'il y avait une hiérarchie ou est-ce que c'était une volonté de mélanger cet ensemble de couleurs je dirais que je suis. C'est fini. Ouais, je n'ai peut-être pas fini ta question. Tu n'as peut-être pas fini ta question? Si. Non, mais vas-y, réponds. Ouais. Eh ben, je suis obligé de créer des hiérarchies parce que, enfin, des structures dans la succession des couleurs, parce que c'est comme ça que je me repère. Parce qu'autrement, ça m'est arrivé de partir avec la couleur directement et là, je suis incapable
j'ai éprouvé la nécessité d'ordonner les choses. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Moi, je voudrais poser une question à Dino. C'est plutôt par rapport à ce que Karine tout à l'heure avait, dont Karine avait fait mention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une fin dans une œuvre? Est-ce qu'à un moment donné, Dino dit bon, bah, cette œuvre est terminée? Eh bien, je voudrais poser la question, et en tous les cas, moi je le ressens comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment une fin? Je crois que, en fait, la fin d'une œuvre, c'est plutôt le début d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une continuité dans le travail que fait Dino. Il y a je pourrais presque dire une continuité obsessionnelle. C'est-à-dire bon, bien sûr, il y a le fameux thème du tigre, mais passons, c'est pas que ça. Il y a cette obsession et il n'y a pas vraiment ni de début ni de fin. Bien sûr, à un moment donné, c'est pour ça d'ailleurs que Dino laisse une œuvre, va en commencer une autre, va revenir dessus, en fait, j'ai l'impression que quand l'œuvre s'arrête, enfin, il arrête l'œuvre, c'est parce qu'en fait, il y a eu assez de choses dites. Mais en fait, si je pense que de temps en temps, il doit se dire, j'y reviendrai bien dessus, n'est-ce pas, Dino? Dis-moi ce que tout à si fait, oui. tu es d'accord avec mon observation. Il n'y a pas de fin dans les œuvres que tu fais. Sauf quelques-unes. De temps en temps, je dis, ben là, je n'y retouche pas. Et il y a quelquefois, il y a des fins, mais très souvent, non. Par contre, c'est pas nécessaire de la continuer. Je préfère passer à autre chose, à une autre, pour eh ben, Tu as posé la question à la même. je me dis, bah, celle-ci, elle peut être. Il y a aussi cette idée de pouvoir la montrer. À un moment donné, ça me traverse l'esprit. Si je peux pas, l'idée du regard des autres, voilà. Bien sûr, ça je comprends très bien. Que, je veux dire, il y a un moment où tu dois te dire, bon, bah, c'est bon, j'ai donné beaucoup sur cette œuvre, mais je ne crois pas que quand tu reprends une autre œuvre, que ce soit une nouvelle œuvre. C'est simplement la continuité de celle que tu viens de terminer. À mon avis, je le ressens comme ça très nettement. Et c'est assez particulier parce que je n'ai pas souvenir d'artistes qui continuent comme ça à travers leur travail précédent et leur nouveau travail, qui continuent comme ça une grande œuvre. Voilà. Yves, ce n'est pas ton cas? Tu n'es pas en train d'une œuvre à l'autre de revenir sur la même obsession? Yves Ledan? Ah, je ne savais pas, Karine, excuse-moi. Oui. Est-ce que toi, tu n'es pas dans ce cas? Et je pense que éventuellement, nous sommes tous dans ce cas, d'entamer une œuvre comme une autre étape du traitement de la même énigme, non? Oui, il y a un prolongement d'une œuvre à l'autre, il y a en effet un prolongement. Et cette notion de série répond à ce prolongement et on abandonne une œuvre, on ne la finit pas, on l'abandonne en fait, on la laisse de côté, on ne la finit jamais. Donc il y a toujours cette poursuite en fait. L'idée de série nous permet de passer d'un format à un autre, si on peut parler de format, ou d'un objet à un autre. Parce que on ne peut pas l'abandonner, cette œuvre. Enfin, on l'abandonne, on ne peut pas la finir, pardon. On ne peut pas la finir. Donc, elle sera finie dans l'idée de la série.
C'est un vaste débat qui traverse, je crois, toute l'histoire de l'art. On va peut-être terminer, parce que ça fait 1 heure et demie que nous sommes ensemble. Et à un moment, l'attention peut-être peut se relâcher quand on reste trop longtemps sur un sujet dense comme celui-ci, parce que la peinture de Dino est vraiment comme une peinture qui se pratique et se regarde avec cette notion d'accumulation. Et je crois que voilà, c'est en tout cas ce qui me frappe. Mais j'avais envie de terminer par cette question à vous deux, Yves et Dino. Yves parlait de support surface. Vous avez dit, Dino, qu'effectivement à Perpignan, vous aviez, je dirais, cet environnement-là comme cocon ou comme matrice. Comment expliquez-vous que depuis support surface, il n'y ait eu aucun grand mouvement qui soit apparu dans les arts plastiques? C'est vraiment le dernier en date. Mouvement important, comparable à tout ce qui a scandé l'histoire de l'art au XXe siècle, tous ces grands ismes qui apparaissaient quasiment toutes les décennies. Et là, voilà quand même 40 ans, plus de 40 ans, Oui, oui, oui. support surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté, cette manière comme ça de produire de nouveaux concepts, de nouvelles énergies, de nouveaux mouvements dans les arts plastiques? Peut-être n'avez-vous pas je pense réfléchi à la question. Je pense qu'il y a d'autres mouvements qui existent, mais qu'ils sont peut-être moins importants. C'est peut-être plus localisé intellectuellement. Je pense que ces mouvements existent toujours. Je pense qu'il y a toujours une évolution, mais dans la mesure où toutes les techniques et tous les supports se sont diversifiés, il y a une multitude de petits mouvements comme ça qui se sont créés. Je pense qu'il y a cet effet de par la connaissance et de par la diffusion des œuvres et l'échange. Mais je pense que ce n'est pas uniquement dans les arts plastiques. Hein. On peut retrouver ces mouvements, par exemple, au niveau littéraire. Il y a eu le nouveau roman et ensuite, il y a eu une diversité. Parce que je pense que chacun... est-ce que chacun a son propre mouvement? J'en sais rien, mais je pense qu'il y a une forme individuelle qui s'est créée et ce sont des réseaux qui se sont constitués et peut-être qu'ils ont remplacé ces mouvements, mais les liens existent toujours, je crois. Les liens existent toujours. Mais moi, j'ai réfléchi à la question de Karine depuis l'autre jour par rapport à cet ancrage normand, à cet ancrage de territoire. Je pense qu'il y a des possibilités d'inscrire une actualité artistique, mais au-delà de la peinture, je pense que que ce soit la musique, la danse, elle peut s'inscrire dans un même mouvement. Par exemple, moi je me souviens, j'avais pensé à traverser du paysage, parce que j'écoutais Dino tout à l'heure parler, quand tu lui as posé la question, et il a répondu par le paysage. Et je pense que c'est par le paysage, parce que la diversité de la Normandie, elle s'inscrit aussi dans le paysage. On a la mer, on a la plaine, on a le bocage, etc. Et je pense que le mouvement, si on peut l'appeler comme ça, ce mouvement local, il va s'inscrire dans le paysage. Et je pense d'autant plus que, par exemple, la musique peut se retrouver dans le paysage, le mouvement, la danse peut se retrouver dans le paysage. Je trouve que la traversée du paysage serait un bon appui serait une bonne dynamique en fait pour relier toutes ces sensibilités. Alors, dans le nom du mouvement qui va naître, peut-être de moindre envergure que support surface et peut-être plus local, il faudra que le mot paysage figure. En tout cas, merci beaucoup Dino Fava. Qu'une seule envie, qu'un seul désir maintenant, c'est de plonger plus profondément dans cette matière. D'autres réactions des uns et des autres ou des autres? Je voulais simplement dire que toutes les réponses que Dino nous a données étaient vraiment quelque chose de très chaleureux
et mettez dans une humeur absolument un espèce de bonheur de l'écouter. Voilà. Ah oui, je valide. Merci, Dino. beaucoup. Dino, aussi, tu as en cours un livre qui est en partie exposé dans la vitrine de la galerie. Oui. Donc, ce sera certainement à découvrir aussi en réel dans l'exposition en septembre. Et j'espère aussi qu'on verra les belles, parce que tu es aussi graveur. Et, Ah oui. mais notamment peut-être pour la série Cosmographie qu'on a vu un petit peu en photo, c'est des peintures de petit format, mais qui sont faites sur du papier gravure ou de papier qui méritent vraiment à être vues en réel. Donc même si c'est très bien le virtuel, mais de les voir en réel dans la galerie ou en forme de livre, ça pourrait être très intéressant. C'est aussi une autre façon pour toi de vendre aussi ton art, aussi, la gravure, les livres. Ah oui, oui, oui. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et juste un afterthought, comme on dit en anglais, ou l'esprit d'escalier, comme on dit en français. Je rebondis sur ce que tu disais, Yves, par rapport aux mouvements, différents mouvements artistiques. Je me disais que peut-être la fin des idéologies et la fin des grands mouvements artistiques du XXe siècle sont contemporains. Ces deux faits historiques, et que ce que tu évoquais et tu nommais la diversité, serait peut-être effectivement ce qui ferait le XXIe siècle, avec une ouverture peut-être plus tolérante et respectueuse, peut-être plus pauvre, et un affaiblissement de la dimension collective peut-être aussi. Voilà, à méditer jusqu'à la prochaine diversité que IGDA 2.0 va accueillir. Et si personne n'a autre chose à ajouter, levons le verre à l'œuvre de Dino, à votre présence à vous tous, et un verre vert dans la main de Jacques Euzet, qui aussi contribue grandement à contribuer à l'installation de Dino et grandement à l'aventure d'IGDA. Et merci pour cette initiative, parce que c'est vrai que personnellement, nous nous confinons beaucoup. Ça nous permet de travailler aussi un petit peu sur des projets, voilà. Mais en tous les cas, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce beau monde. Et puis, bon, ben, voilà, ça ne remplace pas, bien sûr, le contact physique, mais ça apporte un peu de baume. Et ça nous permet de parler tous ensemble, parce que dans un vernissage, souvent des petits groupes se constituent. C'est vrai, absolument. Il y avait pas le mot de la fin. C'est vraiment un plaisir même pour nous, parce que ça nous a troué le cœur quand même, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir ouvrir cette galerie. Et on espère qu'on va pouvoir très vite. Mais toi, on te revoit de toute façon en septembre, dis-nous. Oui. Tu m'entends là ou pas? Oui. Moi, j'entends bien. Et il paraît qu'il y a un problème. Merci beaucoup. Vraiment. Jacques Euzet. Jacques. Oui. Bah, dis-nous un petit mot. Ah, bah, moi, j'ai rencontré Dino en personne, véritablement. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Ça a été un plaisir absolu. La poésie, elle était au rendez-vous parce qu'en fait, Dino, il habite dans ce qu'on appelle la plaine de Caen. Mais en fait, quand on est chez lui, on n'est plus dans la plaine de Caen, on est en Suisse romande. Et puis, après, on a mangé quelque chose d'inspiration japonaise. Merci Dino. Japonaise ou chinoise. Elle a dit le Japon. Et moi, j'ai eu la chance de visiter ses ateliers. Dino, il a été absolument adorable puisque en fait, il m'a permis de choisir certains de ses tableaux, quoi. Donc, ça a été une rencontre, comme d'habitude, avec les artistes qui viennent à IGDA. Je passe quelques heures avec eux. Je trouve que je suis vraiment privilégié. IGDA, c'est lui. Voilà. Merci Dino. Eh ben, à toi aussi. Merci à tous et à très bientôt de nous revoir. Et à bientôt. Merci. Levez du
www.carinesaporta.com. À bientôt. Drôle de période, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Effectivement, on subit des événements, on est bloqué sur des tas de choses et malgré tout, on est toujours dans la recherche de perspectives nouvelles, dans la construction. Moi, c'est toujours mon leitmotiv. J'ai toujours envie de construire. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais bon, c'est... Voilà, donc en fait j'ai travaillé, mais je n'ai pas travaillé au même rythme. J'ai fait des chantiers, mais pas au même rythme. J'ai travaillé beaucoup avec tous les partenaires de la construction pour relancer la machine, pour que ça bouge, parce que l'immobilité me perturbe. Mais si tu veux, donc c'était un peu particulier. Mais j'ai pris le temps de dessiner. En fait, comme j'avais pas grand sujet, je n'ai fait que des portraits. J'ai pris le temps de dessiner, j'ai pris le temps d'écouter de la musique, je dirais, sans faire autre chose, parce que souvent je fais plusieurs choses à la fois. Donc non, j'ai trouvé au contraire une période très intéressante, mais je suis très content d'avoir repris un rythme de travail normal. J'ai eu des réunions de chantier, j'ai géré des gens, j'ai géré des situations, etc. Et ça me plaît beaucoup plus. Donc je pense que c'est une période qui est très particulière, mais qu'elle est vécue très différemment, suivant qu'on était contraint dans un espace clos avec une absence d'aiguillon, de ce qui fait ce qui crée le moteur, et puis moi qui suis en fait, je dirais, dans une situation un peu différente. Tu sais qu'il semblerait que ce virus ne sera pas isolé dans la peuplade des virus qui nous attendent. C'est-à-dire qu'apparemment, il va falloir, comme le dit le président de la République, vivre avec le virus, mais peut-être vivre avec les virus. Oui, ça c'est probable. C'est ce que tu penses aussi. Oui, oui, absolument. Donc si c'est le cas, nous allons nous habituer à vivre différemment. Nous allons nous habituer à vivre peut-être de manière arythmique ou à vivre sans le regard des autres, de manière moins collective. Les rituels, les rituels sociaux vont être amenés à disparaître. Déjà, ils changent. Regarde. Nous tentons de ne pas nous rapprocher tout en étant voilà. Tout à fait fusionnaires. On ne s'est même pas embrassé. Quelle terrible période où on ne s'embrasse plus. Mais oui, surtout ensemble, ça nous manque. Mais c'est vrai que si nous devons nous habituer à ces comportements, les rituels sociaux, la façon de se serrer la main, de s'embrasser ou de ne pas s'embrasser, de se regarder ou de détourner le regard devait s'installer, alors quelque chose de très profond dans l'animal humain que nous sommes va en être affecté. Absolument, absolument. Tout à fait. Et donc pour les artistes, toi qui es à la fois artiste et qui montre, qui participe de la monstration et de l'exposition des artistes, comment est-ce que tu penses que la jante artistique va se trouver affectée par tout ça ? Je crois qu'elle est affectée d'abord, évacuons le problème économique, elle est affectée sur le plan économique, c'est-à-dire que on voit bien dans tous les messages que j'ai reçus de la part des galeries virtuelles, etc., tu sens bien que il y a une inquiétude considérable, et cette inquiétude considérable, c'est celle des artistes, parce que effectivement, cet aspect économique, je veux dire, il était déjà difficile avant, il est de plus en plus difficile. Ça va susciter certainement d'autres modes de relations entre les artistes et le monde général, le monde, je sais pas, il y a un mot pour ça, mais voilà. Donc des lieux comme des espaces d'exposition, des espaces, les galeries, les musées, des lieux physiquement missionnés pour accueillir des œuvres spécialisées, physiques, spécialisées, professionnalisées dans la monstration d'œuvres physiques. Donc des lieux physiques vont aussi être très affectés par à la fois la réalité économique et donc aussi le fait que les artistes sont touchés, atteints à la fois dans leur survie matérielle, mais aussi dans leur identité créatrice. Donc, bien sûr. Comment vois-tu les choses ? Bien sûr, mais ça veut dire qu'il va falloir inventer d'autres modes d'expression, d'autres modes de monstration des artistes, de leurs œuvres,
de façon à créer une synergie dans la société. Aujourd'hui, il y a une espèce de refus très clair. Je veux dire, les artistes, d'abord, il y aura le ministère de la Culture certainement ne va pas être très généreux. Les artistes vont être des gens, sont des privilégiés par rapport à toute une autre série de catégories dans la population. Donc, je veux dire, il va falloir que ceux qui ont, d'une certaine manière, par choix, par envie de les soutenir, il va falloir qu'on invente des solutions. Qu'on invente des solutions pour forcer un petit peu un regard sur ce qu'ils font. Alors ça pose effectivement des problèmes liés à la dignité de l'artiste en tant qu'un être humain qui travaille, qui produit et qui doit être rémunéré. Rémunéré pour à la fois son travail d'acteur, de danseur, de producteur, de créateur et de plasticien. Si les œuvres physiques ne sont plus aujourd'hui la monnaie d'échange entre la créativité de l'artiste et le public qui a besoin, qui a soif de rencontrer effectivement le contenu artistique d'une œuvre, si ça ne passe plus par l'œuvre physique, tu parlais d'autres façons de montrer les œuvres, il faut quand même qu'on trouve un système économique viable. C'est-à-dire que, puisque aujourd'hui la virtualité prend le pas sur la physicalité, à travers des galeries virtuelles, puisque aujourd'hui elles se montent, ou des places de spectacle vendues vraisemblablement prochainement aussi sur Internet, sans pour autant qu'on ait le ticket, qu'on rentre dans la salle, mais qu'on assiste pendant le temps de la représentation chez soi. Il faut quand même qu'il y ait une économie qui se rétablisse pour que les artistes gagnent leur vie et aussi pour que le public reconnaisse l'importance du geste artistique. C'est un peu comme en psychanalyse. Si le public n'achète pas une œuvre, si le public n'achète pas une place de spectacle, d'une certaine manière, on a l'impression que ça ne vaut rien finalement, une œuvre et la création d'un artiste. Donc comment est-ce que tu les vois, toi, ces nouveaux systèmes économiques pour l'art ? Sur les galeries virtuelles, moi je reçois plusieurs, j'ai pas des abonnements, mais je suis démarché en permanence par des galeries virtuelles. J'ai l'impression que ça ne tourne pas vraiment bien. Il n'y a pas vraiment que ça ne bouge pas beaucoup et que ça ne mobilise pas beaucoup. Et puis les prix des œuvres aussi, c'est un point important, sont relativement bas parce qu'elles s'adressent à des publics de plus en plus vastes. Et finalement, il y a une forme de dévalorisation des artistes. Il y a quelquefois une exagération sur les prix de la part d'artistes qui peut-être, si j'ose dire, pètent plus haut que leur cul, hein, mais il y a quand même, d'une manière générale, dans ces galeries, des prix qui sont sensiblement sous-estimés. J'ai participé l'autre jour il y avait eu une vente qui a été faite par des grands artistes, alors des gens qui sont d'un bon niveau, pour récolter de l'argent pour le corps médical. Ils ont récupéré plus de 2 millions d'euros, donc c'était sur un week-end, c'était très bien. Les artistes cotés en bourse. Oui, les artistes cotés. J'ai un ami qui est sculpteur, qui est un magnifique sculpteur, qui vendait des œuvres à 20 000, 25 000 euros, c'est-à-dire les prix de ce que ça coûte, de ce que coûte son travail, et je le connais bien, et je sais que c'est un travail extraordinaire, le temps, l'énergie, la compétence, la connaissance, tout ce qu'il met en branle pour arriver à créer une œuvre. Et ça a été vendu, je ne sais pas, 8 ou 10 000 euros. C'est-à-dire, de toute façon, il a fait un geste, il a dit je l'ai offert pour ça, donc je ne vais pas pleurer, mais c'est vrai qu'il y a une dévalorisation qui est très claire. Après, d'autres financements, c'est-à-dire le paradoxe dans lequel on vit, qui consiste pour les artistes à dire moi je viens exposer chez vous, mais vous me payez. Je veux dire, parce que c'est aussi le problème qu'on a rencontré, on le rencontre partout. Je veux dire, c'est quelque chose qui veut dire qu'il y a en face une économie pour cela. Alors l'économie pour cela, tant qu'elle était assurée d'une manière généreuse par le ministère des Affaires culturelles ou par les institutions, c'était très bien. Les institutions n'auront plus d'argent et durablement plus d'argent, donc ça va être une portion très restreinte. Les mécènes, c'est-à-dire les grandes entreprises qui sont mécènes, vont avoir de plus en plus de mal à sortir de l'argent parce qu'il va falloir éponger ce que l'on vient de vivre, et ça sera épongé durablement parce que, je veux dire, peut-être qu'il y a une prise de conscience sur ce qu'ont été finalement
les gilets jaunes, les grèves, etc. Tous les gens qui travaillent au profit de la société et qui sont sous-payés, sous-considérés, etc. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Alors après, il y a des associations comme nous, alors on se décarcasse effectivement avec des mécènes, avec des gens, en faisant participer les artistes, en essayant de les soutenir, etc. Et là, il va falloir qu'on invente des solutions bien plus dynamiques. Alors, nous, on a beaucoup travaillé déjà sur l'événementiel, c'est-à-dire ça, je pense que créer un événement, bon, tu sais que tu as été partenaire sur un événement au Vieux-Saint-Sauveur, créer un événement, ça mobilise beaucoup de monde. Alors après, il faut voir comment, effectivement, il y a un retour pour les artistes, mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ce que fait Interstice aussi, ce que font d'autres... mais il y a d'autres éléments, il y a beaucoup d'artistes qui sont isolés, il faut aller les chercher, il faut aller les voir, il faut montrer ce qu'ils font, il faut voir dans quel contexte ils vivent. Moi, j'ai beaucoup été voir avec Geneviève, d'ailleurs, on a beaucoup été voir des artistes dans leurs ateliers. Les ateliers d'artistes, c'est passionnant et c'est extrêmement révélateur sur ce qui est... D'ailleurs, tu annonces cette série d'émissions consacrées à l'ouverture des ateliers de la part d'artistes. Un atelier, c'est une manufacture, c'est une fabrique, c'est pas effectivement l'objet physique, qu'il soit en verre, en papier, en pâte ou sur support, tous les supports imaginables, il est fabriqué dans l'atelier. Est-ce que aujourd'hui, avec cette diminution de la physicalité même commence à s'installer, tu ne crois pas que les jeunes artistes auront de plus en plus envie de s'illustrer et de s'exprimer à travers les arts numériques et qu'il y aura de moins en moins de travail manuel dans la fabrication des œuvres d'art? D'abord, est-ce que dans le numérique, ça n'est pas un travail manuel? Je ne sais pas. Après, il y a beaucoup à réinventer parce que pour l'instant, dans ce qu'on voit de plus couramment, c'est un instrument pour faire ce qu'on faisait autrefois avec d'autres instruments. On n'a pas, enfin moi je suis pas spécialiste de la question, et je n'ai pas encore trouvé quelque chose dans le numérique qui dise c'est un art original, complètement original, nouveau. Bon, alors ça c'est, je dirais, bon, je suis pas assez au fait de ces éléments-là. Hein. Que les artistes se tournent vers ça, c'est certain, qu'il y en a beaucoup. Après, dans la notion d'artiste, il y a toute une catégorie. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'art. Alors c'est comme la mode, il y a un moment, tout le monde voulait faire du tennis parce que Noah avait gagné la coupe à Roland-Garros. Eh bien, il y a aussi en ce moment des tas de gens qui sont désœuvrés, qui ne savent pas quoi faire et qui vont prendre des cours de dessin, des nuits, des machins, etc. Écoute Laurent, je suis quand même vraiment extrêmement reconnaissant à IGDA 2.0 de nous aider à mettre en relation dans leur cadre le plus intime un certain nombre d'artistes avec le grand public, puisque l'équipe de ce centre d'art que j'adore, que j'aime vraiment profondément, l'équipe d'IGDA 2.0, nous a fourni, vous êtes fait les intermédiaires pour ces ouvertures d'ateliers que nous verrons bientôt sur le Dansoir Web TV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, oui, enfin, je dirais précisément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de la relation qui risque de s'effriter entre l'œuvre d'art, l'artiste et le public, le fait d'ouvrir les ateliers, c'est-à-dire de créer une espèce de contre-champ par rapport au champ habituel dans lequel on voit les œuvres, permettra effectivement aux artistes de mieux apparaître. Et puis, je pense que la matière grise qui va se répandre au travers des reportages qui seront faits va être effectivement un très grand enrichissement pour le public d'une manière générale. Je pense que les messages ne passent pas forcément bien entre un visiteur et une œuvre, alors que le dialogue, quand il est possible, ou en tous les cas le reportage qui donne une expression au travers d'un journalisme, d'un interview, etc., ça permettra effectivement de donner aux artistes à la fois une visibilité, mais aussi de faire comprendre au public un certain nombre de choses et de lui ouvrir l'esprit. On le sait, quand
un spectateur pénètre dans nos coulisses, il a tout d'un coup une proximité avec l'art que nous pratiquons toute particulière. Formidable, Laurent. Retrouvons-nous dans tous ces ateliers. Avec grand plaisir. Je viens de sortir dehors, les bruits sont nuls. Nulle part les allongés ont bougé vers le ciel et vers les arbres, vers ce coucher, enfermés. Ils sont passés, et après, le puits s'est retourné.